Donc c'est l'histoire très rapidement de la montée et de la chute d'un amour, l'histoire d'un homme qui s'appelle Antoine Bradstock, qui est beaucoup vous, on y reviendra tout à l'heure. Il a épousé 5 femmes, il a eu 7 enfants de ces 5 femmes. Il n'a jamais cessé d'aimer. C'est quand il pense enfin avoir trouvé le très grand amour, puisque c'est le titre du livre, que la machine va s'enrayer, notamment parce que ce n'est pas la principale raison, à cause d'un cancer de la prostate. Quand vous recevez un auteur, en général, vous regardez un peu sa bibliographie, vous comptez le nombre de livres peut-être qu'il a publié. Vous en êtes à combien vous-même, vous le savez? Pas trop, franchement, parce que je crois que ça va être une vingtaine, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et puis, il y a certains de mes livres que j'ai oubliés. Vous savez, les livres d'abord les livres de nègre, parce que j'étais nègre aussi pendant une certaine période de ma vie. Ouais. J'ai fait des livres avec des personnalités, des choses comme ça je note jamais, parce que je considère que c'était des livres alimentaires. Alors, romancier, ça c'est en tout cas quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Toujours. Très jeune d'ailleurs. À 9 ans, j'ai décidé. À 9 ans À 9 ans, j'ai décidé que je serais Hugo ou rien. Je ne suis pas grand-chose. Voilà. D'accord. Vous avez la chevelure un peu, non, même pas. Ouais, non, plus Chateaubriand. Plus Chateaubriand. Ouais, enfin Chateaubriand, non, parce qu'il avait les cheveux quand même assez noirs, un peu, vous voyez, puis il était un peu plus chauve que moi. Non, je me verrais assez bien comme Hugo. Et d'ailleurs, j'ai fait une tentative l'été prochain, donc peut-être que je vais devenir Hugo. Les cheveux blancs venant comme ça, et je m'étais fait une barbe. Une barbe. Oui, j'ai gardé la barbe, et je me disais, putain, je commence enfin à ressembler Hugo. Bon, j'ai pas son œuvre, mais enfin, je commence à avoir sa gueule. C'est déjà ça. Vous écriviez beaucoup des romans très très jeunes déjà, quoi. Vous dites à 9 ans, mais à partir de quel âge vous avez commencé à en écrire? J'ai commencé à écrire à partir de 9-10 ans. Ah oui, des daubes absolues, c'est-à-dire des plagiats comme on fait à cet âge-là, c'est-à-dire je copiais, je découvrais un auteur, je le copiais abondamment. J'ai écrit de nombreux Céline, chaque auteur, des Simenon, vous voyez, des choses comme ça. Chaque fois que j'avais un coup de foudre, j'ai écrit aussi un Le Clésio, le procès-verbal. J'avais été très impressionné par le procès-verbal. Je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque, j'étais jeune. Et j'avais copié. Et Le Clésio, d'ailleurs, on en avait parlé après, des années après, lui-même, lui, il en était à copier, je me souviens très bien, il disait l'attrape-cœur. C'est des périodes où on fait ses gammes. Je crois que l'écrivain... c'est indispensable. Je crois que c'est indispensable, c'est un passage obligé, c'est-à-dire comme si on n'avait pas de personnalité. Vous voyez, à chaque livre, on est ébahi, on se dit, voilà, moi j'avais ça, c'est-à-dire, je passais de découverte en découverte, et c'est vrai que j'ai quelque chose de particulier, que certains d'entre vous ont aussi, j'en suis sûr, c'est que j'aime toutes les formes de littérature. Et c'est-à-dire, je ne veux pas vous dire que Céline, c'est moins bien que Dostoïevski, qui est beaucoup mieux que Proust. Enfin, vous voyez, je trouve que j'ai du mal à choisir. Moi, je suis comme Sainte-Thérèse de Lisieux, je choisis tout. Mais à partir de quel moment, finalement, on se dit, je suis publiable, en quelque sorte? Et j'ai fini, finalement, de tâtonner. Je me suis dit que j'étais publiable à un moment donné. Je devais avoir 18-19 ans. J'ai envoyé mon livre aux éditions Gallimard. Vous tapiez haut déjà? Très haut. Un seul éditeur, hein, vraiment le péteux complet. Le péteux complet, Gallimard, ce sera Gallimard ou ce ne sera rien. Victor Hugo ou rien, Gallimard ou rien. Et donc j'envoie mon livre chez Gallimard en signant d'un pseudo. Je me souviens très bien, Gisèle Brecht. J'avais mis... Vous voyez, Gisèle Brecht? Oui. D'accord. Très bien. Bon. J'avais trouvé ce truc là, comme ça. J'aurais pu mettre autre chose. Hein. Oui. Alors je faisais croire, il doit avoir l'habitude dans la maison d'édition, que Gisèle Brecht était le mandateur d'un jeune auteur plein de talent, et donc c'était par lui qu'il fallait passer. D'ailleurs, le Robert Gallimard qui m'a répondu ne s'y est pas trompé, parce qu'il a adressé la lettre à moi-même, vous voyez, à l'auteur, vous voyez, carrément sans... Bon. Et c'était un roman énorme, fondamental, très important. Vous avez genre 600 pages, je me l'ai pété à mort. Et Robert Gallimard a osé écrire qu'il y avait quand même... C'était intéressant, il fallait peut-être que je vienne le voir, mais il fallait beaucoup retravailler et beaucoup couper. J'ai pas été. Je n'ai pas été au rendez-vous, je n'ai pas répondu. Je pensais dans ma vanité, mais je pense que j'avais raison, que s'il m'écrivait comme ça, c'est vraiment j'avais encore des progrès à faire. Et qu'il fallait encore que je retravaille. Et donc j'ai écrit mon premier roman, mon premier livre publié, c'est un livre sur Mitterrand, une biographie qui avait très bien marché à l'époque d'ailleurs, mais mon premier roman qui a été publié, il était publié dans les années 80, dans l'époque j'avais 32, 33, 32. À 14 ans plus tard? Ouais. Et pourquoi? Parce que là j'avais l'impression que j'étais mûr. Donc je suis arrivé chez nos éditions du Seuil, j'ai vu François-Régis Bastide qui m'a dit « Coco, putain, t'es un génie, t'es Stendhal, c'est incroyable, parce que c'est bon, mais tu vas avoir le Goncourt. Simplement, il faut que tu coupes quand même un tiers du bouquin. » Donc, j'ai coupé, j'ai pas eu le Goncourt.
Vous avez eu le Renaudot? Ah, rien du tout, je Non, sais rien pas du du tout. Ça Vous s'appelait avez pas eu Monsieur un prix de Adrien. l'Académie française ou quelque chose? Ah oui, après, pour Après, d'autres plus tard. livres. Pour Non. d'autres livres. Après, alors après, c'est vrai que... Non, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré Julien Green, qui a tout changé dans ma vie, c'est-à-dire qu'il m'a appris à écrire des romans. Avant, je construisais, je travaillais beaucoup le plan. Vous voyez, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai rencontré Julien Green et qu'il m'expliquait comment il écrivait, je me suis vraiment inspiré de ses méthodes. Il disait toujours que j'écris mes romans pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on était dans l'improvisation totale. Il s'agit d'écouter une voix, de se laisser complètement envahir par le personnage. Et là, c'est absolument grisant. Et dès que j'ai découvert cette façon de travailler, évidemment, je ne pouvais plus écrire que des romans. Et c'est là vraiment que je m'amuse le plus. C'est-à-dire, vous vivez avec un personnage pendant plusieurs mois. Un jour, voilà, il vous dicte, voilà, il prend le contrôle de votre main et vous écrivez le livre vraiment avec passion, avec plaisir. Et moi, j'ai jamais compris. Vous savez, tous ces écrivains, il y en a beaucoup, et certainement certains sont venus ici, vous expliquant comme c'est dur, ils souffrent, l'angoisse de la feuille blanche. Alors ça, c'est des choses que je ne connais pas du tout. Moi, j'écris dans la joie, dans le plaisir. Je me trouve toujours génial quand j'écris, d'ailleurs. Absolument génial. J'écris des chefs-d'œuvre. Bon, après, excusez-moi, mesdames, je publie des merdes. Mais j'écris toujours des chefs-d'œuvre. Bon. Et puis c'est vrai que le livre à peine terminé, je suis déjà déçu, je sais que je vais l'être, donc je passe tout de suite au suivant. Voilà, c'est une technique. Vous avez plusieurs idées en C'est même une temps. technique d'autres romanciers. Beaucoup de romanciers font comme ça. C'est-à-dire il y a toujours un livre en cours, de manière à oublier le bébé qu'on vient de sortir, qu'en général on n'aime pas beaucoup. C'est au moment où on fait la promotion, comme je le fais en ce moment par exemple, au moment où on fait la promotion, on ne l'aime plus. Celui-là, j'aime bien quand même. Ouais, je l'aime bien celui-là. À tel point d'ailleurs que vous avez eu du mal à enchaîner tout de suite d'ailleurs, après ce livre-là. Vous avez du mal à enchaîner un autre livre immédiatement. En général, quand vous finissez un livre, vous enchaînez immédiatement. Toujours, là c'est la seule fois, mais honnêtement il y avait aussi des problèmes de dos qui sont mêlés à tout ça, qui ont fait que voilà, j'étais un peu bloqué. Mais là je me suis remis quand même, hein. J'ai 30 pages d'un livre que je publierai dans quelques années. Vous avez combien, 8-9 idées en permanence dans la tête? Ouais, je ressemble un peu à Antoine Bradstock de ce point de vue. J'ai beaucoup... Je dis toujours, mais c'est vrai, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est que j'ai beaucoup de personnages dans la tête. Et j'ai l'impression qu'ils font toc-toc, vous savez, ils attendent leur tour chacun. Et il y a un moine, un pauvre moine du temps des conquistadors et de Charles Quint, la cour de Charles Quint. C'est un moine, il doit attendre depuis une quinzaine d'années. Il frappe, il en a marre. Mais il y a un tour de bête, hein, chacun son tour. Et pour l'instant, c'est pas son tour. Mais je pense que son tour viendra un jour. Donc, sont des personnages. Il y en a, vous voyez, j'ai dit un personnage là, mais je peux vous en donner une dizaine d'autres, qui sont des personnages qui attendent et qui. On a l'impression que le cerveau travaille. Moi, c'est ça qui me fascine aussi dans l'écriture. C'est un truc de fou. Bon, quelques petites histoires. La nuit. Vous avez travaillé toute la journée, par exemple, sur un livre, ce qui m'arrive l'été. Bon, vous couchez, vous dormez. Et juste avant de vous endormir, ou dans l'après-midi, j'écris plutôt le matin d'ailleurs, mais à un moment donné, vous étiez coincé, c'est-à-dire vous n'avanciez plus. Et c'est ce qu'on peut appeler un blocage. On peut appeler ça un blocage si c'est tragique, mais non, c'est ce que j'appellerais plutôt c'est un petit blocage. Moi, j'ai des petits blocages comme ça. Je trouve pas la suite, je suis bloqué, je sais pas où ça va. La voix est partie. Je me réveille, j'ai la solution. C'est-à-dire que le cerveau travaille pendant la nuit. Et ça, c'est des choses qu'on découvre avec l'écriture. Comme on découvre quelque chose aussi, à une époque où j'écrivais le Sieur Dieu, qui est un roman historique qui se passe en 1545, c'est le massacre des Vaudois par les troupes de Napoléon et du pape de l'époque. De François Ier. Le téléphone sonne et brusquement, vous avez l'impression de tomber d'une tour de 30 étages. Comme ça, et parce que vous étiez parti dans un autre monde. Donc vous comprenez pourquoi on écrit. Quand on écrit, moi j'écris en tout cas parce que je m'amuse, parce que j'aime ça, parce que si j'en avais le loisir, si j'avais pas fait tous ces mariages, enfin pas autant que Antoine Bradstock, mais enfin si j'avais pas toutes ces pensions alimentaires, etc., je pense que c'est vrai que je me verrais assez bien reclus dans une tour en train d'écrire des livres mais vraiment au plus grand désespoir de mes éditeurs qui ne sauraient pas quoi en faire, parce que vous savez, quand les gens écrivent trop, les éditeurs n'aiment pas et les lecteurs ne suivent pas. Vous citez d'ailleurs Steinbeck dans le livre qui a priori disait qu'un écrivain est un être aussi retranché du monde qu'il continue à écrire après que le toit de sa maison s'est envolé et que sa femme a demandé le divorce. Vous êtes un peu comme ça aussi? Ouais. Oui, parce que c'est tellement fort quand vous êtes sur une histoire. Je parlais de la voix tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas vous arrêter. Ouais. Et qu'il y a quelque chose de fou, c'est que ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'au début, vous écrivez, il y a une espèce de rythme, vous savez, c'est une petite foulée, quoi.
Et ça avance, moi j'ai pas de problème. Quand je dis j'ai un blocage de temps en temps, je vous le disais tout à l'heure, ça peut arriver, mais c'est une petite foulée, et puis le rythme accélère, 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 et à la fin ça va de plus en plus vite, comme si on voulait nous-mêmes, au fond de nous, connaître la fin de l'histoire qu'on n'a pas écrite. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. Si vous êtes devenu journaliste, c'est parce que vous vouliez rencontrer des écrivains que vous admiriez, justement? En partie un peu à cause de ça? Non, non, pas non, du non, tout. moi je suis journaliste par hasard. Je voulais être avocat parce que j'étais très timide. Ça a changé depuis, je me suis soigné, mais j'étais vraiment extrêmement timide, je ne pouvais pas parler en public. Et donc je voulais être avocat, vous savez, c'est le métier qui attire tous les auteurs, tous les bègues, tous les gens qui ont des problèmes d'élocution. Et moi j'avais un gros problème, c'est-à-dire je tremblais dès qu'il fallait parler en public. Donc ça a changé depuis. Mais donc je voulais devenir avocat pour sauter ce handicap. J'ai beaucoup d'amis avocats, pas citer un des plus grands avocats français, mais enfin bon, il a quand même des petits problèmes. Et donc je voulais être avocat, et puis j'avais rencontré Giacometti quand j'étais jeune, j'avais fait un article sur lui à l'occasion de son anniversaire. L'article n'a pas plu du tout au responsable de la page littéraire de Paris-Normandie. Il m'a dit mais c'est une daube complète, comme ça qu'il faut faire un article. Piqué au vif, je lui ai rapporté un papier le lendemain, il m'a dit c'est très bon, on le passe. Bon. Il m'a dit Coco c'est bon, c'est bien, est-ce que tu es libre cet été? Je te fais bosser. Il m'a fait faire la locale de Paris-Normandie. Et je suis arrivé comme ça par la presse locale. J'aimais beaucoup la presse régionale, mais là c'était vraiment de la locale. La locale, ça s'appelle Rouen-Rive Droite, enfin ça allait jusqu'à Buchy, Bosque-Bordel, je me souviens très bien de tous ces petits coins, Pavilly, Darnétal, etc. Ce qu'on appelait Rouen-Rive Droite à l'époque. Et je suis rentré comme ça dans le journalisme. Et puis en même temps, c'est vrai que j'ai découvert tout de suite les plaisirs du journalisme, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à la page littéraire. J'étais des merdards. Hein. J'étais des merdards parce qu'à 18 ans, je me souviens, comme je parlais bien anglais, ou 19 ans, il y a eu le Grand Prix de France. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais? Les journaux à l'époque, il n'y avait personne qui parlait anglais. Alors on a pris le petit nouveau et voilà, tu vas faire le Grand Prix de France. Donc j'avais vu tous les grands coureurs automobiles à l'époque. Et puis, comme ça, prenant un peu d'assurance, j'ai proposé des interviews de Louis Aragon, que j'interviewais comme ça assez souvent, de Henri de Monterland, Maurice Genevoix. Enfin, j'ai fait tous les écrivains de l'époque. Ça vous donnait pas de complexe, justement, vous qui vouliez écrire, de rencontrer de très grands écrivains? Ah non, non, non. D'abord, Aragon, je n'avais aucun complexe. Je ne connaissais pas ses tendances, mais il semblait qu'il me trouvait absolument génial. Il m'écrivait des lettres enflammées, donc je pensais que j'avais beaucoup de talent. Et donc, voilà, il me trouvait génial. Je pensais que j'avais peut-être un peu de génie. Et puis, j'étais déçu après, évidemment, quand j'ai découvert la vérité. Et j'avais beaucoup d'admiration pour Aragon. Moi, j'étais un aragonien fou. C'est quand même l'auteur d'un des plus beaux poèmes de l'histoire de la poésie. Enfin, moi, je pense... Enfin, dans la poésie française, moi, j'adore le second intermède dans le recueil des poèmes. C'est un poème d'amour absolument sublimissime. Second intermède, c'est dans les poètes. Hein. Je ne veux pas vous le faire, parce que je m'en souviens plus très bien. Et puis Aurélien, enfin moi c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, et puis d'autres auteurs un peu qu'on considère comme mineurs mais que j'adorais. J'aime beaucoup aimé toujours Maurice Genevoix. Je trouve qu'il est un peu là. Green et Tournier ont beaucoup compté pour vous aussi, parce que vous en oui, parlez dans le livre. Hein. Green, j'ai rencontré plus tard. Mais j'ai rencontré très vite tous ces écrivains, les uns à la suite des autres. Jules Romain qui était encore vivant. J'ai eu Henri de Monterland. Enfin j'ai fait voilà. Tous ces gens les uns après les autres. Et c'est vrai que j'ai noué des relations avec certains. Mais mon objectif, c'est vrai, c'était d'être écrivain. Je ne parlais pas forcément de ce que je voulais faire. Et compte tenu aujourd'hui de vos multiples activités, est-ce que vous hésitez encore à dire que vous êtes écrivain? Ou est-ce que vous dites « je suis d'abord un écrivain » J'hésite toujours à le dire parce que quand je vois tous ceux qui se disent écrivains et que vous recevez certainement ici, je n'ai pas envie d'être mélangé à eux. Vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, si vous voulez, le gros problème de la société française, je trouve, c'est la vanité. Moi, je crois vraiment, j'ai tous les défauts de la terre, mais je ne suis pas vaniteux. Je suis très orgueilleux, ce qui n'est pas pareil. Hein. Orgueilleux, c'est une espèce brusquement, je deviens quelqu'un de très rigide, et ça, c'est un énorme défaut qui m'a fait faire beaucoup d'erreurs. Et puis, enfin, je veux dire qu'à fait aussi, je me suis très mal comporté avec certaines personnes, à commencer par mon père. Ça, j'appelle ça l'orgueil. Mais la vanité, vous connaissez ça dans les lettres, enfin, la vanité des lettres, c'est comique, et la vanité des journalistes. Bon, j'essaye de me soigner Enfin, je ne vais pas me soigner d'ailleurs, parce que ce n'est pas un défaut dont je suis affecté. J'en ai d'autres, rassurez-vous. Vous êtes à la télévision, donc vous êtes un raté. En tout cas, c'est ce que disent. Sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Moi, j'ai écrit, je pense... Alors, on m'a beaucoup interrogé sur cette formule, mais je pense qu'on est des ratés, oui. Ouais. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que on ne construit rien. C'est-à-dire que... Mais c'est le gros problème aussi du journalisme. Le journalisme,
c'est un métier passionnant. Hein. Moi, je disais tout à l'heure, ou je sais pas, où je le pensais si je ne l'ai pas dit, le roman, quand vous l'écrivez, ça vous habite, ça vous dévore. Je pense que le journalisme, moi, c'est un métier qui m'a complètement happé, emporté. On n'a plus le temps de réfléchir, et dévoré. Et alors, il y a plusieurs façons de vivre ça. Je pense que si on le suit tout au long, on devient vite, et ça vous le remarquez facilement en regardant certains journalistes, aigri, parce qu'à force d'observer les autres faire, à un moment donné, on n'en peut plus, quoi. Donc il faut, à un moment donné, tout en restant dans le journalisme, parce que je remarque, par exemple, dans le journalisme, le chroniqueur, enfin, il y a beaucoup de gens qui s'amusent, qui vivent très bien ce métier jusqu'à la fin. Mais je pense que si on est, disons, dans le journalisme pur, dans le journalisme simple, dans le journalisme d'enquête, il y a un moment donné où il faut savoir bifurquer. Donc, déjà, donc, le journalisme, et je pense que dans la télé, c'est encore pire. Parce que là, on est dans l'apparence totale, ce n'est que de l'apparence. Vous voyez, par exemple, une confidence, mais certains d'entre vous, j'imagine, le subodoré, mais moi, j'ai parfois le trac. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'adore faire j'adore la radio, parce que la radio, j'ai le trac. J'ai le trac parce que si quelque chose qui ne va pas, c'est une catastrophe, ça se voit, ça s'entend tout de suite. La télé, non, jamais. Enfin, j'ai parfois un peu le trac, mais jamais beaucoup, puis jamais très longtemps. Ça peut arriver, une petite trac comme ça qui revient. Pourquoi? Parce que la télé, vous en sortez toujours. Vous avez le visage. C'est le visage qui parle. Tous ceux qui n'ont pas compris ça ne sont pas bons à la télé. Je veux dire, c'est pas de... Vous voyez, les gens qui passent à la télé la plupart du temps, ils vont, là pour la première fois, ils vont apprendre un texte par cœur. C'est l'horreur, ça passera pas. Ce qu'il faut avoir, c'est un beau visage, pas forcément beau, mais un visage expressif, un visage calme, des sourires appropriés, au bon moment, puis ponctué avec 2-3 bêtises, et ça passe, et on vous trouve génial. Hein. Moi, j'ai eu une leçon comme ça par Ronald Reagan. C'est une de mes grandes foirades journalistiques, c'était les élections primaires de New Hampshire. Et les sondages donnaient George Bush, père, à l'époque, gagnant. Et puis il y avait ce pauvre Ronald Reagan là, qui tournait, c'était avant les primaires de New Hampshire, les premières primaires de New Hampshire, qui tournaient, et il n'y avait personne. J'étais là, il y avait le plus grand journaliste américain, on était 3 ou 4 et moi, et qui eux téléphonaient sans arrêt à New York parce qu'ils voulaient changer, c'était les plus grands, on les avait affectés sur Reagan, ils voulaient changer, ils voulaient évidemment suivre George Bush. Et George Bush racontait des blagues, Ronald Reagan racontait des blagues, ça m'amusait, en nous donnant de temps en temps des jelly beans, vous savez, des petits bonbons. Et il nous racontait des blagues comme ça, il disait, mais de toute façon, pour gagner une élection présidentielle, c'est pas difficile, mais vous allez, je vais y arriver. Hein. Il suffit de dire toujours la même phrase. De toute façon, les gens n'écoutent pas. À la télé, non, il disait à la télé, non, si je vais faire un discours dans un petit village, les gens vont écouter. Mais à la télé, les gens n'écoutent pas. On est une sorte de bruit de fond. Donc pendant toute la campagne, je vais répéter sans arrêt les mêmes choses. C'est évidemment, c'était la phrase, c'était American Back to Work, c'est-à-dire remettre l'Amérique au travail. Hein. Puis il y avait aussi Peace through Strength, c'est-à-dire la paix à travers la force. C'est en étant fort qu'on travaille pour la paix. Il répétait sans arrêt ces phrases, il disait je vais les faire autour d'un monument, d'un truc, etc., d'un drapeau, et finalement ça finira par rentrer dans la tête des gens. Et c'est vrai qu'à la télé, si vous voulez, il y a ce côté aussi, je pense qu'on est moins entendu. Donc voilà, c'est pour dire le sens de la phrase. C'est pas seulement une formule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est, voilà, je ne pense pas qu'on laisse... Il y a un côté, on est dans l'apparence totale. Je pense que dans la presse, on l'est déjà un peu, mais alors dans la télé, c'est le summum. Est-ce que, comme le héros dans le livre, votre fils vous a dit un jour, tu es fini? Vous avez entendu cette phrase? Oui. C'est dur. Mon fils aîné. Ouais. Mais je sais pas, il a pris dans les gencives la phrase, sans doute. Je sais pas. Il doit se souvenir qu'il a prononcé. Ouais. Il m'a dit, t'es fini. Quand j'ai quitté le Figaro. J'ai quitté le Figaro en 2000. Et un dîner de famille, il m'a dit, alors que ça te fait, papa, d'être un has-been. Moi, j'ai fait... on verra, donne-moi ma chance. Vous avez dit... Peut-être que le Point va devenir un grand journal, tu verras, et à ce moment-là... tu verras. Vous avez dit dans une interview au Monde, justement, sur ce livre, quand on écrit, il faut savoir prendre des risques. Quels sont les risques que vous avez pris en écrivant ce très grand amour?
Alors c'est simple, je pense qu'aucun patron ne me proposera aucun boulot maintenant dans les années qui viennent. Je veux dire, attendez, j'ai fait la contre-publicité au maximum. Jusqu'à présent, j'étais encore une valeur à peu près sûre. J'avais adressé certains journaux, enfin sans me vanter. L'Observateur, quand même, s'est bien tenu et s'est beaucoup redressé quand j'étais à sa tête, hein, puisqu'il était quand même dans un piteux état en 1985. Quand je suis parti en 1988, il était florissant. Le Figaro, je pense quand même j'ai bien contribué à ce qu'ils tiennent. Le Figaro Magazine aussi, parce que je m'en suis occupé à un moment donné. Et Le Point s'est énormément développé, puisque Le Point a gagné 120 000 exemplaires de plus en diffusion, en vente par exemplaire. 120 000 exemplaires, je précise bien. En 10 ans, Série est passé de 290 000 à 420 000 exemplaires. Hein, 290 000 et quelques à 420 000 exemplaires vendus chaque semaine. Donc... voilà, j'ai travaillé. Vous avez pris des risques parce que vous êtes mis à dur. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai travaillé dur pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lit ce livre sur ce type un peu fêlé, qui s'est fait minable, mais en même temps pour rire et puis pour raconter une histoire, moi c'est ça. Je pense que je donne pas tellement envie de. Je vais pas créer beaucoup de désirs. J'ai eu des propositions de boulot énormes il y a un an. C'est vrai que depuis j'en ai pas eu, mais ça ressemble pas à une proposition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu. Je pense que quand on écrit, de toute façon, il faut pas penser à la suite. Moi, j'ai toujours fait ça. Moi, j'ai écrit un livre sur Mitterrand à l'époque. J'étais au Figaro. Faut pas calculer. Je savais pas comment Hersan prenait ça. Il aurait très bien pu me virer. J'ai toujours fait ça comme ça. Je prends. C'est pas de la provocation. C'est juste, c'est pas la peine de s'emmerder à écrire. C'est tellement usant, c'est tellement fatigant. Voilà, on prend beaucoup de soi, quoi. Puis il y a des livres vraiment qui vous laissent par terre, KO. Et donc, pourquoi faire ça dans un calcul? Moi, là-dessus, j'ai pas de calcul. Je fais ça dans l'intérêt du livre. Je brûle mes vaisseaux. J'appelle ça la terre brûlée. Et les romans, c'est pareil. Donc, ce roman, évidemment, je l'ai pas fait dans le cadre d'un plan de carrière parce que sinon, c'était raté. Et je l'ai fait en sachant très bien que c'était pas très bon dans un plan de carrière, mais je m'en fous. Moi, j'ai 61 ans, ma carrière est derrière moi. Et vous serez à la retraite dans un an, a priori, ou 2 ans. On saura demain matin. Ça dépend ce que Sarko va décider, mais connaissant Sarko, ce sera 62 ans. Hein. Fillon, 63. Hein, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Donc, mon idée, moi, si vous voulez, c'est... Vous parliez de la retraite. Enfin, c'est pas la retraite, c'est d'écrire, quoi, de plus en plus. Moi, c'est ça, mon ambition, c'est d'écrire, et je trouve que j'ai perdu beaucoup de temps. Mais en même temps, je regrette absolument pas le journalisme. Mais qu'il y ait une contradiction entre le journalisme et l'écriture, enfin, le travail d'écrivain et le travail de journaliste, mais c'est absolument évident. C'est le contraire. C'est une écriture radicalement différente. Vous dites que vous ne calculez pas quand vous écrivez. En même temps, la mise à nu dans ce livre, elle va très loin. Vous n'êtes jamais allé aussi loin que ça dans des précédents récits. L'américain, peut-être aussi. Oui, l'américain, j'allais loin parce que je racontais quand même mon père qui battait ma mère comme plâtre, la vérité. Et puis moi, il me battait aussi parce que je défendais ma mère, j'étais l'aîné. Et puis après, mon père a changé. Enfin bon, bref, toute l'histoire de l'américain. Là, oui. Mais pourquoi je me mets à nu? Enfin, je me mets à nu, c'est un personnage que je mets à nu. Mais enfin, c'est moi, là, quand même. Ouais. Les passages où vraiment 80, le personnage 90, se met à nu. Vous dites 80, 80, vous changez tout le temps le chiffre. Donc oui, enfin, c'est 80, 90. Mais non, ce qui est vrai, c'est qu'il arrive au personnage des histoires qui ne sont pas arrivées. Moi, aucun beau-fils ne m'a jamais battu. J'en ai eu pourtant des beaux-fils, ils me détestaient tous. Quand je partais, après, ils m'adoraient, mais avant, c'était pas terrible. Mais ils me battaient pas. Je sentais qu'ils voulaient tous me battre, mais ils m'ont jamais cogné. Mais donc, beaucoup de choses qui sont écrites dans le livre n'ont jamais eu lieu. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est moi, quoi. C'est moi. Et les scènes crues sont des scènes vraies, mais sont des scènes. Comment dire? C'est difficile de raconter. C'est vrai que c'est difficile de raconter devant une si large assemblée ce qu'on a écrit. Mais j'ai remarqué une chose. C'est cru parce que vous parlez intimement de votre cancer. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que mais enfin c'est pas un livre sur le cancer en même temps. C'est un livre sur l'amour. Mais c'est pour expliquer pourquoi c'est cru. Étant un personnage secondaire, mais quand même la façon dont je me raconte, c'est vrai quelque chose qui m'a frappé parce qu'on parlait tout à l'heure de plan de carrière. Moi j'ai remarqué qu'auprès de mes propres enfants, il y a une gêne. Donc j'ai un grand numéro en général devant des amis que je préviens. Je dis aux enfants, alors comment t'as trouvé le bouquin ou quelqu'un lance la conversation, comment t'as trouvé le livre de ton père? Ils sont terriblement gênés, quoi. Ils bredouillent des trucs, c'est bon et tout. Et alors, bon, ils sont très gênés. Et au journal, j'ai distribué mon livre et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'approche d'un journaliste en disant comment t'as trouvé le livre, il part en filant, quoi, terrorisé, quoi. Donc, comme si vous voulez, il a le sentiment que s'il l'a prouvé, évidemment,
il donnerait son approbation, son blanc-seing à une image tellement lamentable de moi-même que, vous voyez, donc c'est bien, c'est gentil, c'est bon signe. Mais voilà, donc j'ai pas écrit ce livre pour, voyez, pour progresser de quelques marches dans une carrière quelconque. Je pense que ça me fera plutôt descendre. Mais j'ai fait ce livre pour faire un bon livre. Mais est-ce que vous n'avez pas fait ce livre aussi pour vous mettre un peu en règle avec vous-même? C'est-à-dire que vous faites de vous un portrait très peu flatteur, vous passez rien du tout? Non, pas du tout, il n'y a pas cette idée? Moi, je suis toujours d'autodérision. Je veux dire, sérieusement, je suis très moqueur. Je suis moqueur des autres, je suis moqueur, voilà. Voilà, j'adore me moquer de Sarkozy. Je vois pas pourquoi je me moquerais pas de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ridicule. Le journaliste, souvent, il déteste en plus la critique. Il devient pompeux. À la fin de sa vie, il est couvert de décorations. Il supporte pas l'ironie. Moi, j'aime bien l'ironie, et contre moi, je la pratique volontiers. J'ai pas l'impression d'être une sorte de personnage intouchable. En plus, je passe mon temps quand même à me moquer des autres ou de temps en temps à distribuer, à distribuer des coups, quoi. C'est vrai qu'on est quand même. Je suis pas très gentil par définition. Le journalisme, c'est un métier cruel. On est cruel toute la journée. Je vois pas pourquoi je serais pas cruel à mon égard dans un livre. Enfin, ça m'a pas. Je l'ai pas fait. C'est pas une posture. Hein, c'est pas pour se faire aimer, comment dire, ou consoler. Je crois pas. D'ailleurs, c'est pas l'impression que donne ce livre. Ce livre, il a amusé les femmes. J'ai bien vu dans le. Mais la vision est très différente d'ailleurs. Oui, des hommes et les femmes, c'est pas du tout pareil. Les hommes n'apprécient pas trop toujours. Enfin, il y en a qui, mais sont peut-être les personnages efféminés comme moi-même qui apprécient. Mais les femmes, évidemment, se marrent parce que ça leur rappelle soit le pauvre type avec qui elles vivent, ou qui court derrière la queue qu'il a devant, contrairement à la plupart des animaux, et ou le pauvre type qu'il a quitté. Quelques temps plus tôt pour une jeunette qui va le quitter de toute façon peu après. Donc elle voit une histoire d'amour, les hommes, eux, ils voient le cancer en fait, en gros, vos lecteurs. Oui, ils voient la mort, je pense, oui, c'est ça. Ouais, j'étais frappé par une critique de Bernard Pivot dans le JDD, effectivement, qui était, et j'ai vu 2-3 critiques comme ça qui étaient très noires par rapport au livre. Je me disais, mais c'est pas ça que j'écris. Enfin, vous voyez, donc ils ont retenu, ils n'ont pas fait la même lecture. C'est amusant. Vous avez raison là-dessus, c'est qu'il y a vraiment l'homme est obnubilé presque peut-être par la déchéance physique, par la mort, et la femme, elle se marre. Elle se marre parce que, évidemment, ce personnage est un peu ridicule. Vous êtes comme le héros qui vit finalement, alors il y a le cancer évidemment, mais qui vit chaque jour comme si c'était le dernier. C'est vraiment votre cas? Vous avez toujours été comme ça? Non, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été comme ça. Mais c'est une phrase dans Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle que j'ai lue, je pense, quand j'avais 16-17 ans, que j'avais gardé en tête et que j'ai absolument jamais pratiqué. Et puis, les années passent. Ça, c'est l'expérience. Les années passent et puis un jour, on se rend compte que, voilà, des tas d'amis, par exemple, avec qui on était fâchés, meurent du jour au lendemain. Et finalement, j'essaye effectivement depuis... mon père, par exemple, avec qui je pensais toujours me réconcilier un jour, parce que ma mère faisait quand même des demandes pressantes, me disait « parle-lui, c'est pas gentil, t'es pas gentil, etc. » Et je restais totalement fermé, je changeais de pièce dès qu'il s'approchait, dès qu'il entrait dans la pièce, je changeais de pièce toujours. Enfin, c'est que la fin de sa vie, c'est toujours comme ça, il en était très malheureux. De temps en temps, il pleurait dans les bras de ma femme de l'époque, qui ne comprenait pas pourquoi, qui ne savait pas pourquoi, elle l'a su quand elle a lu le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Comment dire? Ouais, je suis comme tout le monde ici, certainement noué. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a sans arrêt des films sur des gens qui s'aiment et qui ne se le disent pas, des parents, des enfants, etc. Et finalement, je me suis rendu compte, mais l'âge aidant, je dirais autour de la cinquantaine, ou peut-être un petit peu avant déjà la mort de mon père, à quel point cette phrase était importante. Je crois qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Alors, c'est Marc Aurèle qui dit ça, en ajoutant d'ailleurs il faut éviter l'agitation, la torpeur. Bon, ça, moi, l'agitation, c'est impossible parce que je suis fait comme ça. La torpeur, non, ça, c'est pas mon problème. Mais je crois que vivre chaque jour comme si le dernier, ça veut dire se mettre toujours en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres. Penser que peut-être c'est la dernière journée et que donc c'est bien d'être réconcilié. On n'a pas besoin d'être réconcilié avec tout le monde. Hein. Moi, je suis fâché avec, je dis pas la terre entière, mais avec pas mal de gens, j'en ai absolument rien à foutre. Mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui on est un peu fâché ou un peu en froid. Ça peut être un enfant, dans mon cas. Quand vous écrivez des livres... Et je pense que c'est très important d'être toujours en harmonie avec... Moi, je fais toujours comme si j'allais mourir demain. Et depuis... je dirais peut-être 10-15 ans, cette phrase de Marc Aurèle, vivre chaque jour comme si le dernier, à mon avis, c'est une des maximes les plus importantes dans votre vie de tous les jours. La personne avec qui, je sais pas, vous avez raccroché au téléphone avec votre fils ou votre fille ou
ou votre père ou votre mère, eh ben, je sais pas, il faut le rappeler. Parce que peut-être ce soir, il va mourir, ou c'est vous qui allez mourir, et c'est bien de... Voilà. Moi, j'avais écrit un peu l'américain déjà avec cette idée-là. Et j'ai eu une lettre de lecteur, mais je veux dire, c'était beau à pleurer. Un soir, je me souviens bien, je lis cette lettre de lecteur qui était « Cher monsieur, après avoir lu votre livre, en riant et en pleurant, je me souviens de la... Absolument, c'était très court. Après avoir lu votre livre, en riant et en pleurant, dès que je l'ai refermé, j'ai appelé mon père avec qui je ne parlais pas depuis 15 ans. » Voilà. Et j'avais l'impression, si vous voulez, d'avoir... que ce livre, l'américain, servait à quelque chose. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Quand vous situez 10-15 ans, ça a à voir avec votre cancer ou c'était avant? Ah non, c'était pas avant. Du tout. C'était avant. D'accord, vous n'avez pas changé votre façon de C'était voir avant, les mais choses. vous savez, c'est la vie qui apprend ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont brusquement arrachés à votre désaffection ou à, disons, oui, qui meurent alors que, voilà, on avait tout pour s'aimer et puis il y a un petit froid, il y a quelque chose qui ne va pas, ou on s'est quitté sur une dispute. Voilà, ne pas se quitter sur une dispute. Et vous écrivez aussi chaque livre comme si c'était le dernier? Vous avez ce même état d'esprit? Si je suis honnête, non. Non, il y a des livres comme si c'était le dernier. Alors c'est vrai que par exemple celui-là, ça va, c'est comme si c'était le dernier, ou l'américain, c'est comme si c'était le dernier. Je suis honnête avec vous, quand c'est un livre politique, c'est pas comme si c'était le dernier, je m'en fous. Même si j'en fais un là prochain, je pense à un livre politique, ce sera facilement le dernier, mais d'une certaine manière, je m'en fous. Et les romans policiers, j'écris pas comme si c'était le dernier, j'écris ça comme, je sais pas comment on fait des gammes, vous voyez, quand on s'amuse, et puis c'est un petit exercice d'horlogerie ou d'artisanat. Je suis là à quatre pattes dans mon jardin potager en train de faire une petite construction avec des pierres. C'est ça le roman. Ça dépend ce qu'on y met en fait. Donc on y met pas beaucoup de soie. Là. Mais dès qu'on met beaucoup de soie, bien entendu, c'est comme si c'était le dernier, bien entendu, puis on met le maximum. Puis on se retient pas. Puis je veux dire, je vais pas dire, voilà, je vais me censurer, là je vais... Non, je veux pas faire de mal. Dans ce livre, j'ai voulu faire de mal à personne, blesser personne, j'ai blessé personne, j'en suis très content. Mais je voulais surtout aller au bout de tout ce que je voulais écrire, quoi. Pas me retenir. Est-ce que vous avez voulu aussi, puisque vous dites effectivement que les femmes ont une lecture particulière du livre, est-ce que vous avez voulu venger quelque part vos propres femmes, celles que vous avez eues dans votre vie en écrivant ce livre? C'est marrant ce que vous dites, c'est très juste. C'est-à-dire qu'au fond, je me rends compte, mais ça, la vie passant, bon, j'ai eu 5 femmes, c'est pas terrible. Hein. J'ai fait, ouais, c'est pas terrible. Quand je me retourne sur mon passé, j'ai un peu froid dans le dos. Et c'est vrai que je leur donne raison à toutes. C'est-à-dire que, oui, quand je dis dans le livre, je suis féminable, je pense que, oui, j'ai pas, comment dire, une très haute idée de moi-même dans mon comportement avec elles, même dans ma façon de les quitter. Ça ressemble beaucoup, d'ailleurs, j'ai toujours un peu quitté comme ça, quoi. C'est-à-dire le coup de la pause, vous connaissez, hein, on fait une pause. En général, comme par hasard, c'est avant l'été, puis on fera un point en septembre, hein. En septembre, il n'y a personne. Et si vous voulez, c'est tellement lâche. Et puis je veux dire, je suis sûr dans la salle, beaucoup d'entre vous l'ont fait. Je veux dire, on est là comme ça, j'accuse personne, je m'accuse moi-même. Puis j'ai fait que ça tout le temps. C'est vrai que j'ai souvent eu envie de les venger. Et je veux dire, c'est à tel point que je me souviens d'un livre de Françoise Chandernagor qui s'appelait Première épouse, qui avait fait scandale à l'époque. J'avais absolument adoré. Et j'étais en train de quitter ma femme à l'époque. Et j'avais l'impression de l'entendre elle. Et je me disais, elle a raison, je suis quand même un salaud. Et le salaud qui court après sa queue, quoi, comme le seul animal de la création qui court après sa queue, et qui en fait quitte une femme qu'il aime pour une autre qu'il aime autant, peut-être un peu plus ou un peu moins, on ne sait pas, mais voilà, et c'est ça un peu le cycle des hommes. Vous avez de très jolies lignes aussi pour elle, puisque vous dites « Mon amour pour mes anciennes femmes demeure éternel après qu'il est fini. Il n'est pas de jour où je ne pense à elle. Je voudrais qu'elle vienne à mon enterrement, qu'elle soit placée au premier rang par ordre d'ancienneté, qu'après la mise en terre, elle partage avec mes 7 enfants un repas où serait servi tout ce que j'ai mis ici-bas, les tomates du Caucase, les melons de Cavaillon, les raviolis à la fleur de courgette et les tartes aux pommes ou aux abricots. » C'est très bien. Oui, mais c'est vrai, en plus je le pense. Je pense que ça terminera comme ça d'ailleurs. Mais ça s'est passé comme ça pour François Truffaut, ils ont dîné ensemble après, et moi j'espère que, oui, je souhaite ça. Ouais. Enfin, celles qui seront vivantes, parce que je pense mourir quand même très tard. Hein. Je ferai don d'aucune minute à personne. Hein. Moi, jusqu'au dernier moment, sur ma chaise roulante, je me tiendrai à 102 ans, je prends, hein. Tout est bon, même sur une chaise roulante, pas de souci. Bon, votre mère vous avez prévenu, elle a dit « Qu'est-ce que c'est bête un homme ? C'est bête, égoïste et pas fiable. Antoine, promets-moi de ne jamais te comporter comme un homme. » Vous n'avez pas suivi ses conseils, donc? J'ai pas suivi ses conseils. Et ma mère, je crois qu'elle m'avait un peu percé, mais on parlait de la vie. C'est drôle d'ailleurs, parce que ma mère était très libre. Parlait facilement de sexualité, de sa propre sexualité d'ailleurs, de la mienne. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis marié, il y a une espèce de sacré comme ça qui est rentré dans ma vie.
Je parlais plus de ma vie privée. Et je continuais, oui, bien sûr, je ne parlais plus de ma vie sexuelle, quoi. Ouais. Mais qui continuait beaucoup hors du mariage, mais je n'osais pas lui dire. Et je sentais que... Et puis elle avait compris. Et puis donc, effectivement, sur son lit de mort, et cette histoire est vraie, cette phrase est vraie, juste comme ça, et je l'ai encore qui sonne, résonne dans ma tête, cette phrase. Et effectivement, j'y pense souvent. Et je n'ai pas suivi. Sur le tard, j'ai suivi. Cet Antoine Bradstock, justement, il a un côté, alors pas fiable, mais vraiment sale gosse, quoi. C'est-à-dire qu'il se comporte face aux femmes comme un enfant. Lâche. Lâche. Je crois que c'est ça, l'homme, c'est lâche. L'homme, il veut garder tout le monde, vous savez bien, c'est ça l'histoire. L'homme, il veut jamais quitter personne, il veut garder maîtresse 1, maîtresse 3, maîtresse 4, maîtresse 5, enfin, il s'en mêle les pieds, il veut garder tout le monde, et puis il tourne de l'une à l'autre, voilà, c'est ça. Alors que les femmes tranchent dans le vif, vous dites. Toujours, ouais. Toujours, ouais. Ouais, d'ailleurs, quand vous quittez une femme, c'est elle qui vous plaque en dernier ressort, parce que vous n'osez pas lui dire au revoir, mais enfin, vous rentrez plus à la maison, donc à un moment donné, elle change les clés. On reviendra à l'amour tout à l'heure. Je voudrais qu'on évoque évidemment la façon dont vous décrivez aussi, même si, il faut le dire encore, c'est pas un livre sur le cancer, vous décrivez votre vécu du cancer de la prostate, et c'est pas du tout larmoyant, au contraire, c'est même plutôt par moments très comique, parce qu'il y a des situations comiques que vous racontez. C'est assez comique. Vous disiez tout à l'heure, vous avez beaucoup d'autodérision, c'est le cas. On le voit en tout cas dans le livre, vous parlez notamment... Alors, je ne sais pas si elle existait cette scène de la Légion d'honneur, elle existait ou pas? Non, pas du tout. Donc vous racontez que vous recevez la Légion d'honneur. J'ai toujours refusé les décorations, mais... Une fois, je me souviens, le président actuel m'en voulait un peu parce que, je ne sais pas quoi, c'est toujours compliqué les journaux, hein, on n'est pas toujours gentil. Et il remettait la décoration à quelqu'un que je préfère ne pas citer, et qui était quelqu'un que j'aime beaucoup. J'étais venu et il a fait tout le discours en me regardant, en parlant de ces cons là, qui n'ont pas de couilles, qui ne sont pas courageux, etc., et qui refusent toujours les décorations parce qu'ils ont peur de se faire acheter. C'était vraiment... J'avais compris que c'était pour moi, mais ça durait, il en avait, je sais pas, genre un quart d'heure, 20 minutes, vous voyez, c'était toujours une espèce de truc de... Et donc, parce que vous l'avez refusé, la Légion d'honneur. Vous l'avez refusé, plusieurs fois, oui, bien sûr, mais je veux dire, moi, je comprends très bien qu'on accepte la Légion d'honneur, hein, je donne des leçons à personne, moi, simplement, mon père avait toutes les décorations du monde quand il a fait le débarquement à Omaha Beach le 6 juin 1944. Je suis très gêné, vous voyez, d'avoir, je sais pas, une décoration quelconque qui n'avait pas la Légion d'honneur. Enfin, je sais pas, alors que quand votre on grand-père voit a fait Verdun, ce qu'il a fait, l'autre grand-père, il a fait Verdun. C'était un type qui avait refusé la Légion d'honneur. Alors quand vous avez la honte du grand-père qui a refusé la Légion d'honneur et qui, parce que justement, il disait que c'était boucherie, que Pétain était un salaud, etc. Enfin, je veux dire, vous entendez ça toute votre jeunesse et vous dire, je vais faire mon malin parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des articles gentils. Non, ça c'est pas vrai. Les articles gentils, je sais pas faire, mais vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas. J'ai toujours refusé, mais je suis pas mythomane. J'ai gardé les papiers comme preuve. Si vous voulez, ils sont à votre disposition dans une boîte à chaussures. Je raconte juste la scène parce que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vous racontez en fait que vous recevez la Légion d'honneur, vous êtes dans les salons de l'Élysée et à un moment donné, donc vous avez ce cancer de la prostate et vous faites sur vous, sur le tapis de l'Élysée. Mais c'est plutôt la métaphore, c'est-à-dire que là c'est un peu ce que vous dites, c'est vous pissez sur la décoration. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je pisse sur la décoration et je pisse sur le pouvoir aussi, enfin le pouvoir politique. Oui, ça va plus loin que ça. La décoration aussi, ça va, oui, bien sûr. Mais c'est plus, ça vise personne en particulier. De toute façon, le président n'est pas cité. On est plus, enfin, c'est pas un président particulier. Ouais, c'est plus une sorte de métaphore générale. Mais c'est vrai que cette scène m'est venue pendant ce discours où j'étais accusé de refuser des décorations et c'était une preuve de lâcheté, de faiblesse, parce que justement, j'avais peur de me faire acheter par des décorations. Et je le regardais. Et ça a germé comme ça, tiens. C'est une bonne scène. C'est un cancer quand même très difficile quand on aime les femmes. C'est un cancer difficile de toute façon, mais d'autant plus quand on aime les femmes. Oui, on est puni par là où on a péché, bien entendu. On pense d'abord à ça, bien sûr, évidemment. Mais bon, il y a un premier acte de sidération, toujours. Mais je crois que tout le monde vit ça de la même façon. Et puis après, on se bat. Et puis, il y a ceux qui ont de la chance, comme moi. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de chance. Et puis, il y a ceux aussi qui se battent, qui finissent par gagner ou qui finissent par perdre. Bon, moi, j'ai pris une solution qui déplaisait beaucoup parce que j'ai accepté d'être un cobaye, c'est-à-dire j'ai accepté de faire... Vous avez refusé la chirurgie, vous acceptez la curithérapie. Oui, et en fait, moi, j'aurais dû passer par la chirurgie parce que j'avais un stade, une virulence de cancer qui obligeait à passer par la chirurgie et j'ai préféré... la curithérapie. J'ai préféré la curithérapie, c'est-à-dire garder ma petite prostate. Vous nous l'expliquez en 2 secondes en quoi ça consiste, la curithérapie? La curithérapie, c'est une sorte de radiothérapie puissance 1000, c'est-à-dire on injecte des petits tubes en titane, qui sont, j'en ai 70 comme ça, dans la prostate, mais c'est un gros machin la prostate. Et on les injecte, on rentre... espèce de grand truc là dans le fondement, là, puis ils tirent comme ça sur des endroits qui ont été bien identifiés comme cancéreux, 70 tubes quand même assez longs,
70 tubes, plein de radium, et le radium s'en va dans 3 mois, à peu près. Ce qui fait qu'on est un petit peu gêné au début pour passer les portiques des aéroports, parce que sinon on a l'impression que la Troisième Guerre mondiale est arrivée, parce que c'est une radiothérapie vraiment extrêmement violente. Ouais. Voilà. Et... Alors, il y a quelques phrases terribles sur le cancer, parce que c'est effectivement drôle parfois, mais en même temps terrible. Vous appliquez un conseil de Bernard Debrel, c'est le professeur qui vous dit « Surtout cachez votre cancer, sinon vous êtes mort dans le regard des autres. Vous n'achetez plus vos costumes, vous annulez les séances chez le kiné, chez le dentiste, parce que vous dites de toute façon, il n'y a pas d'avenir. » Ça, c'est quelque chose qu'on n'écrit pas sur le cancer. Je n'avais jamais lu ça, mais j'en ai parlé avec des amis qui avaient réagi de la même façon. C'est-à-dire, il y a un moment, effectivement, même quand on va se battre, ou quand on se bat même, mais comme si on avait considéré que ça valait pas la peine d'investir sur ce corps. Moi, je me souviens très bien d'avoir annulé une séance de dentiste. C'était pour enlever une dent de sagesse. On se dit à quoi bon. De toute façon, une dent de sagesse se casser en deux, quoi. On ne sait jamais. Un jour, ça peut avoir un abcès au fin fond de la Guyane ou de l'Amazonie. C'est quand même toujours un truc qu'il faut mieux régler avant. Laisse tomber. Et puis c'est vrai, ce que vous citiez, c'est-à-dire les habits, voilà, aucun investissement, quoi. On considère effectivement qu'on est un peu, voilà, vous l'avez dissimulé longtemps, en fait. Les gens l'ont découvert dans le livre. Vous l'avez dissimulé à beaucoup de gens. Le cancer, ouais. J'avais prévenu ma famille et puis un ou deux amis, mais effectivement, j'avais dit à personne. J'avais finalement écouté Bernard Debré. Bernard Debré m'avait dit que avec la moindre position de pouvoir, c'est vrai que c'est gênant. Je me rends compte aussi pour les assurances, pour des tas de trucs. Je ne vous raconte pas pour la télé. Il faut toujours passer des assurances. Vous savez, si vous n'êtes pas là, la chaîne peut se retourner contre vous. Donc il faut à ce moment-là avoir une assurance. Mais c'est la croix à la bannière. C'est absolument incroyable. Les assurances vous emmerdent. C'est normal, quoi. On est un peu, c'est ça, marqué au fer rouge. Moi, je ne veux pas me pleurnicher. Hein. J'ai de quoi me défendre. Je me suis défendu. Alors, il faut qu'on revienne à ce très grand amour qui s'appelle donc Isabella au début du film, quand le livre commence d'ailleurs, ce très grand amour est fini et vous racontez comment il est né. Et quand vous revenez finalement de votre traitement du cancer, Isabella vous a dit de partir pendant 2 mois, vous a exclu du domicile. Quand vous revenez, elle ne vous désire plus, elle ne vous veut plus. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, c'est la peur de ce cancer ou de la vieillesse? C'est-à-dire que son regard sur vous a changé? Je ne sais pas. Ouais. Honnêtement, c'est amusant. À l'époque, j'ai pas très bien compris et j'ai pas fait le rapprochement ni avec le cancer ni avec la vieillesse. Je pensais à du désamour à l'époque. Hein, si je raconte mon histoire, c'est très compliqué, quoi. Et cette partie-là est assez peu romancée. En même temps, je peux pas définir. J'ai pas vraiment résolu le problème, quoi. J'ai été voir des psychanalystes après pour essayer de comprendre. Enfin, les psychanalystes, d'abord, ils n'ont pas réponse à tout, comme dirait Michel Onfray. Et en plus, surtout pas quand ils connaissent pas la personne, enfin quand ils l'ont pas vu, quoi. Alors vous vivez l'amour intensément, que ce soit quand il commence ou quand il se termine, puisque vous dites à un moment, elle s'éloignait et je mourais. C'est quand même extrême. Oui, mais je crois que tous ceux qui ont vécu des ruptures savent bien. Enfin, je suis sûr, dans la salle, tout le monde a vécu au moins une rupture amoureuse. Et c'est vrai que c'est ce qui anéantit le plus. Je pense qu'un échec professionnel, on passe vite dessus. Enfin, si on a une capacité de rebondissement, en tout cas. Un problème de santé, ça se gère aussi. Enfin, c'est la guerre, hein, comme disait Mitterrand. Enfin, en même temps, quand vous commencez votre amour avec Isabella, vous dites j'étais si heureux que j'ai eu envie de me tuer. Oui, mais c'est des donc vous avez envie de mourir au début, des vertiges. Vous voyez ce que je veux dire? Ça relève plus de ça. Mais ce sont des termes forts quand même. Oui, c'est des termes forts, mais non, c'est plus. Oui, c'est une sorte de folie fusionnelle, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est dangereux le très grand amour. Ouais, moi c'est l'idée du livre. C'est pas dangereux, c'est une illusion, c'est absurde. C'est-à-dire que l'homme est une sorte d'animal sexuel, hein, qui ne descend pas du singe, comme je dis, mais plutôt du cloporte ou du gendarme. Vous savez, ces bestioles qui sont en train de faire l'amour toute la journée, là, parfois pendant des semaines, et qui changent de partenaire, bien entendu, parce qu'il faut mettre le maximum de petites graines dans le maximum de petits utérus pour bien perpétuer l'espèce, un peu à la façon des cerfs qui font ça, vous savez, le même cerf, enfin, il faut qu'il passe partout pour laisser sa petite chose. Et ouais, j'ai parfois un peu honte de la condition. C'est peut-être mon côté féminin qui ressort, mais je trouve que quand on fait le bilan de sa vie à un certain âge, qu'on a vécu comme un homme, on a parfois un petit peu honte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de parole, pas fiable, toujours
en train de rentrer dans toutes les pâtisseries où il y a une tarte aux fraises, repartir avec la tarte aux fraises. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté semi-prédateur, animal, insecte. Enfin, je veux dire, j'ai eu le sentiment, finalement, il a fallu que j'attende d'avoir 60 ans, enfin, un petit peu moins quand même, vers 50 ans et quelques, pour réussir à me contrôler. Et c'est pour ça que c'est pas un bilan très positif, quoi, sur le personnage et sur la vie. Mais dès les premières lignes, d'ailleurs, hein, qui ont dû être difficiles pour vous, je pense, à trouver. Enfin, non, ils sont venus comme ça, alors je ne veux pas savoir. Parce que les premières lignes des livres, les auteurs en général les retravaillent, les travaillent. Non, c'est ce que j'ai pas retravaillé dans le livre, je vais vous dire, elles sont arrivées exactement comme ça. Je suis déjà mort plusieurs fois, ma vie ressemble à toutes les vies, et comme tout le monde, je l'ai passé à mourir. Le jour de ma naissance, à l'enterrement de mon père, le soir où ma maman a rendu l'âme, lors de mon premier divorce, l'après-midi où j'ai rencontré Isabella. C'est une belle introduction. Oui, mais c'est vrai qu'on passe, je crois, sa vie à mourir, on meurt tous à petit feu. Hein, il y a la mort des parents, parfois il y a des trucs encore pires, il y a la mort des enfants. Enfin, on voit très bien autour de soi. Ouais, puis à un moment donné, on accepte. Je pense que tout le monde vit ça de la même façon. Moi, j'ai toujours... J'ai une petite supériorité comme celle des croyants. Évidemment, il y a beaucoup de croyants dans la salle. Enfin, je ne sais pas trop en quoi je crois, mais enfin, j'ai cette... oui, c'est ça, j'ai un petit calme. J'ai toujours un petit calme par rapport à la mort. Mais ce qui me frappe, c'est que plus ça passe, plus je l'attends avec sérénité. Et je crois que ça, c'est ce qui montre à quel point la nature est bien faite, quoi. Et je ne suis pas le seul comme ça. C'est-à-dire, quand on frôle la mort à 17 ans, 18 ans, on a le cœur qui bat la chamade. Quand on la frôle aujourd'hui, ça fait rien, quoi. Je veux dire, de toute façon, ça va venir, on attend. Je suis encore jeune, hein, si je crois les statistiques, je ne suis pas encore entré dans la mauvaise zone, mais on l'accepte. En même temps, vous avez tout prévu, puisque vous avez même prévu les musiques et les chansons qui seraient interprétées lors de vos obsèques. Ça, c'est un vrai petit plaisir d'auteur. C'est-à-dire vous mettez finalement la playlist, donc on a tous les morceaux qui seront joués à vos obsèques. Ça va de Johnny Cash à Mozart, en passant par Otis Redding, Maria Callas, Chuck Berry. C'est très varié. You Never Can Tell, c'est pas mal. Ouais. Il y a Louis Armstrong, Rachida, Chico et les Gypsy. Ouais. C'est un copain, Chico. C'est un petit plaisir que vous êtes fait. Non, je vais vous dire, alors c'est très simple, c'est qu'à un moment donné, quand je savais que le cancer était là et qu'il était virulent, je me suis dit, tiens, ce serait marrant. J'ai fait comme ça, effectivement, la petite playlist. C'est à peu près la playlist que j'avais faite. Je n'ai pas retrouvé le papier. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais mettre ça. Et il y a la plupart de mes morceaux de musique préférés. Vous citez, je crois que c'est Julien Green, il disait qu'il écrivait ses livres pour savoir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que vous y avez vu, vous, dans votre livre, en l'écrivant? C'est pas exactement comme ça. Je pense que on écrit ses livres... comment dire, on n'a pas prévu ce qu'on allait écrire. Dans ce sens-là, la formule de Green, j'interpréterais comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'on rentre dans des trucs tellement inconnus, on ne comprend pas où on va. C'est une voix qui vous dicte. Ce sont des personnages que vous avez inventés, qui ont pris vie dans votre tête, et vous suivez ce qui leur arrive. Ou parfois, c'est un personnage qui vous raconte ce qu'il vit, totalement... oui, c'est une sorte de... Comme si on était possédé. Et je me sens possédé, et c'était ça qu'il voulait dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il écrivait ses livres pour savoir ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire, d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il les écrivait de plus en plus vite, comme moi aussi, c'est-à-dire, vous voyez, et je crois, il y a beaucoup d'écrivains qui travaillent comme ça, la plupart travaillent comme ça aujourd'hui. Et Green, il disait, vous voyez, il partait d'un visage, il partait d'un visage rencontré à l'arrière d'un bus, un homme qui passait sur les quais de la Seine, etc. Puis ça rentrait. Et puis après, on gamberge, le personnage prenait de la consistance, et puis un jour, il prenait vie. Il y a une très belle phrase aussi de Julien Green qui dit « La pensée vole et les mots vont à pied ». Voilà le drame de l'écrivain. C'est une jolie phrase. Oui, c'est-à-dire que on voit bien, d'ailleurs, quand on écrit, par moments, ça va beaucoup... Enfin, ça traîne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La pensée va beaucoup plus vite que les mots. On a du mal à suivre. Moi, je vois bien comment j'écris mes livres, toujours sur la fin, ça va trop vite, quoi. Je pense trop vite. Et puis après, c'est allé tellement vite, les mots n'arrivaient pas à suivre, et le lendemain, je me souviens plus de là où j'allais, quoi. C'est ce que j'appelle les petites pannes ou les petits blocages. C'est un livre, malgré ce qu'on a dit et les sujets qui y sont traités, parce que c'est quand même un livre sur l'amour, c'est un livre d'un optimiste. Oui, bien sûr, moi je suis très optimiste. Ouais. Oui, bien sûr. Vous êtes optimiste. Mais pourquoi être pessimiste? Je crois que c'est très, très bien, d'ailleurs. Même quand on est pessimiste,
À ce moment-là, il faut être un pessimiste actif et c'est la définition de l'optimisme. Moi, j'ai un peu peur comme ça pour la France, toujours. C'est un pays que j'aime beaucoup. Moi, je suis, comme tous les biculturels, j'ai choisi la France quand j'avais 20 ans. C'était pas évident, j'ai choisi la France. J'adore ce pays. Et je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un climat, moi, qui me fait toujours un peu peur. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de pessimisme fondamental. Alors sans doute a-t-on du mal à vivre notre déclassement, déclassement qui était annoncé jadis par Giscard. Vous vous souvenez, ça a fait un vrai tollé quand il avait dit, Giscard, que la France était une nation moyenne. Mais attendez, c'est pas une nation moyenne, la France. C'est une petite nation. Mais il faut regarder les choses. Il faut accepter de voir de temps en temps la réalité. Mais c'est une petite nation qui peut être une grande nation par les idées qu'elle incarne. Mais c'est une petite nation. On regarde du monde, on regarde de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de toutes ces puissances économiques qui sont en train de pousser comme des champignons, avec des croissances à plus de 10%, alors que nous, péniblement, nous sommes à 2-3% de croissance depuis déjà des décennies. Et ce pessimisme, on le rencontre à tous les étages. D'ailleurs, la presse est responsable en grande partie de ça. La crise, par exemple, c'est la crise. La crise. La baisse du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat augmente. Le pouvoir d'achat ne cesse d'augmenter, y compris pour les catégories les plus pauvres. C'est vrai que les inégalités augmentent. Ça, c'est un problème politique qu'il faut régler. Mais on ne peut pas dire que ce pays aille à volo. Or, moi, depuis... mais ça, c'est pas un problème, c'est pas sous ce pouvoir en particulier, c'est sous tous les pouvoirs depuis très longtemps. Pays très mal géré, qui fait des réformes en s'endettant, en empruntant, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, on a emprunté pour la faire, les 35 heures, on a emprunté pour la faire, enfin, on s'est endetté pour faire toutes ces soi-disant réformes sociales. Et malgré ce système social que, paraît-il, le monde entier nous envie, on est d'un pessimisme absolument noir, comme si on n'avait pas d'avenir. Moi, je ne sais pas, je m'interroge toujours, je ne comprends pas. Et là-dessus, il y a un pays que j'aime beaucoup. Je dis toujours, enfin, vous n'avez pas cité ce mot, mais parce que c'est vrai, je dis je suis français. En même temps, c'est vrai que je dis toujours l'Italie, c'est la France en mieux. C'est-à-dire qu'en Italie, il y a une joie de vivre absolument incroyable. Bon, il y a un système politique aberrant, avec un clown à la tête de l'État, mais ça les fait marrer. Ils se marrent. Vous parlez un Italien, il n'y a pas un Italien qui est choqué. Il le trouve ridicule, absurde, mais ça les amuse. Il se refait la gueule tout le temps, on ne le reconnaît plus. Parce que moi, vous avez un mec de plus en plus tiré, mais il les amuse et il rit. Et il y a une bonne humeur, et il y a une vie de village, et il y a une vie de ville, enfin voilà. Et moi j'aimerais bien, je rêve, voilà, c'est ça. Donc moi je suis... je peux paraître que pour un naïf, parce que c'est peut-être mon côté américain qui remonte, moi, tous les Américains sont optimistes, c'est connu, mais parfois je suis effondré, je veux dire, quand on voit... on n'a pas le droit d'être pessimiste. Mais vous dites que les journalistes sont un peu responsables on a de ça. On a trop de plaisir, on a trop de... Si on se compare, je sais pas, il faudrait envoyer les gens en Afrique pour voir, pas toute l'Afrique, parce que avec notre pessimisme habituel, on explique que toute l'Afrique est en train de se dégringoler. Il y a une partie de l'Afrique qui est en train d'exploser, de se développer, même si les systèmes politiques ne suivent pas, ils sont complètement brinque-ballant. Donc moi, je suis optimiste. En même temps, le progrès a ses aléas, et je ne suis pas en train de vous dire que je ne suis pas béat, mais je trouve qu'on a de la chance de vivre dans ce pays, qui est un beau pays. Regardez, quand on est dans cet endroit, attendez. Hein ? Vous dites que les journalistes sont un peu responsables. Est-ce qu'en conférence de rédaction, quand vos journalistes veulent traiter des sujets justement pessimistes, est-ce que vous les ramenez à la raison ? Ça tout le temps. C'est vrai ? Tout le temps, parce que vous savez, il y a une bonne définition du journalisme par Chesterton, qui est que le journalisme, en fait, fait qu'on met sur le même plan, on finit par confondre même l'effondrement d'une civilisation et une chute de vélo. Moi, je dirais même la chute de vélo parfois a plus d'importance. Et pourquoi la plus d'importance ? Parce que voilà, il y a du sang, parce que la chute de vélo elle est incarnée par quelqu'un qu'on peut faire parler. J'aime bien le journalisme, je suis pas en train de critiquer le journalisme, c'est la fonction même du journalisme. Et puis c'est bien aussi qu'on mette sur le même plan une chute de vélo et l'effondrement d'une civilisation. Mais je pense qu'en même temps, il faut savoir peser les choses, c'est-à-dire il faut savoir aussi mettre un peu de joie, un peu de plaisir, un peu de bonheur dans nos journaux.
Je pense que si on est pessimiste, c'est pas forcément la faute aux médias. Attendez, je suis pas en train de vous raconter ça. C'est la faute aux politiques, c'est la faute aux médias, c'est la faute à plein de gens, c'est la faute aux grandes surfaces qui ont complètement déstructuré les villes. Parce qu'évidemment, je parlais tout à l'heure d'Italie. L'Italie, le taux de grande surface est un des plus faibles d'Europe. Vous avez le résultat. Les villes, les villages, c'est un bonheur de se promener. Il y a des cafés partout, etc. Nous, c'est vrai qu'on a des beaux centres commerciaux, mais enfin, c'est quand même la mort. C'est la mort des centres-villes, etc. Donc, je veux dire, il y a 1000 raisons. Je ne suis pas en train de vous dire c'est une raison, et c'est certainement pas la presse seule qui est responsable. Elle fait partie d'un ensemble. Mais c'est un peu triste, parce que quand même, un beau pays. Hein. Vous allez être en retraite donc l'année prochaine. prochaine. Je vous en bouche un coin, là. Vous oui, complètement. Non, mais je repensais à la retraite de tout à l'heure et je me disais que puisque l'année prochaine vous aurez 62 ans, est-ce que vous voyez comme le héros conférencier sur l'amour dans les croisières en Méditerranée ou dans les Caraïbes? Vous vous imagineriez faire ça? J'ai le mal de mer. Non, c'est vrai en plus. Donc j'ai jamais envisagé faire ça. Vous voyez, là, c'est typiquement. Là, on est encore dans le roman. J'ai le mal de mer, mais vraiment le mal de mer. Je peux pas. Je pourrais pas. Vous êtes toujours un peu Antoine Bradstock ou vous avez complètement changé? Enfin, complètement. Un peu changé. Ah oui, je suis toujours Antoine Bradstock dans le sens que, oui, je suis brouillon, j'écris plein de bouquins en même temps, je suis passionné. En amour? Je suis fleur bleue. Ah non, je suis devenu quelqu'un de très raisonnable. Je suis devenu l'apôtre de la fidélité, mais c'est pas très crédible, vous voyez, ça fait... non. Ça fait, voilà, vieux pervers sexuel reconverti dans le... Je sais pas, dans la moinerie, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait plutôt... C'est plus un sujet de foire, d'ailleurs, la preuve, vous m'avez invité. Puis il y a du monde, mais voilà. D'ailleurs, à la fin, vous dites « Je me suis enfin trouvé alors qu'il est presque trop tard. C'est juste quand on a appris à vivre qu'arrivent à maturité les arbres qui feront nos cercueils. » Pas mal, hein, la phrase. Ah, pas mal. Oui, ouais, pas mal. J'ai beaucoup travaillé. Ouais. J'ai beaucoup travaillé, j'ai refait 3-4 fois cette phrase. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, la vie, pour ça. Parce que je disais tout à l'heure, plus ça va, plus on accepte la mort. Mais c'est vrai aussi, c'est que... plus ça va, plus on est sage et plus ça se termine. C'est ça qui est... Il y a le côté... oui, on ressent quand même une certaine injustice. C'est pour ça que je prie le bon Dieu qui me donne encore un petit peu plus de temps. Un petit peu plus, je la refais. Pour être encore un peu je la plus refais sage. Parce que comme vous l'avez beaucoup travaillé, c'est juste quand on a appris à vivre qu'arrivent à maturité les arbres qui feront nos cercueils. Voilà. Et vous terminez, je viens de comprendre ce que j'étais venu faire en ce monde. Je suis un grand frisson qui va, fier et heureux d'avoir découvert l'amour vrai. C'est bien aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est beau, l'amour vrai, très, beau. Très beau livre. L'amour vrai, c'est deux êtres qui s'aiment et qui sont sur un pied d'égalité. Ouais. Moi, je crois vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, c'est quoi un train grand amour? C'est toujours la même histoire. C'est le vieux mec avec la fille qui a 20 ans de moins au moins et qui est son Pygmalion. Parfois, ça marche. Ça peut très bien marcher. Je vois autour de moi et ce sont des beaux amours. Mais en même temps, il arrive aussi que ça ne marche pas. Et je crois que quand ça marche, c'est parce qu'ils sont tous les deux sur un pied d'égalité. Et je pense que c'est le fondamental dans l'amour, c'est que ce sont deux êtres qui se respectent. Quand vous avez un pied d'égalité, vous n'avez pas de jalousie. Mais l'amour vrai, on peut l'atteindre très jeune, vous pensez? Il faut un peu de... Je crois. Je vois autour de moi des gens qui l'ont connu très jeune et qui sont toujours dedans. Moi, j'aurais peut-être pu le connaître. Il n'y avait pas de raison, parce que chacune de mes femmes, j'étais simplement juste peut-être un peu trop jeune ou immature. Mais oui, j'aurais pu le connaître très jeune. Je crois que tout le monde peut le connaître très jeune. On voit bien dans la salle, je suis sûr, il y a ceux qui l'ont... Ouais, puis qui le vivent aujourd'hui, d'ailleurs. Parce qu'attention, c'est pas seulement une leçon de morale un peu... Vous voyez, sur le thème, il y a différence d'âge. Moi, la différence d'âge, on s'en fout, l'amour, vous voyez, homme, femme, etc. Moi, je suis très, comment dire, l'art généreux, c'est pas ça qui est important. Mais c'est que... ce qui est important, c'est qu'il y a un rapport d'égalité. Quand il n'y a pas de rapport d'égalité... Et en fait, dès que c'est fusionnel, il n'y a pas de rapport d'égalité. Parce que c'est toujours l'un qui absorbe l'autre. Et moi, c'est après l'amour fusionnel que j'en ai, vous voyez, c'est ça. Parce que l'amour vrai, le très grand amour, un amour vrai peut être un très grand amour, mais l'amour fusionnel, c'est-à-dire où l'un a pris finalement toujours possession de l'autre, je crois qu'il faut s'en méfier. Ouais. Vous sentez que les femmes de la salle boivent vos paroles, là? Écoutez, vu le courrier, les femmes se sont bien marrées. J'ai pas beaucoup de lettres d'hommes, mais j'ai beaucoup de lettres de femmes. Et j'ai remarqué que c'est un livre qui parle plus aux femmes. Peut-être parce que moi-même je suis une femme, comme je le lis dans le livre. Mais ça, c'est vrai, c'est pas Antoine Bradstock, c'est moi. Bah oui, vous vous rendez compte, je regarde pas le foot. Je pleure à la télé ou en écoutant les airs d'opéra.
Je fais la cuisine, je fais des confitures excellentes, je vous conseille mes confitures d'abricots, je fais pipi assis, enfin je suis une femme. Je suis une femme et je suis heureux d'être une femme d'ailleurs. Ouais. En même temps, évidemment, il y a un horrible macho qui sommeille en moi et qui a fait souffrir, hélas, beaucoup trop de femmes à qui je demande pardon et à qui j'ai demandé pardon dans ce livre d'une certaine manière. D'où le Gisèle Brecht du début, en fait. Rien n'est dû au hasard. Vous avez pris un pseudo de femme au départ dans votre premier roman. Non, c'était pas. Non, c'était un nom. Non, c'était pas. Non, j'ai pas pris de. Non, c'était un pseudo. Je crois que c'était Alain Gisèle Brecht. Je suis pas sûr du prénom. J'avais trouvé un prénom à la con comme ça. Une dernière question, puisque vous êtes un grand lecteur. Conseillez-nous un livre, le livre sur l'amour. Oh putain, il est vache. Je m'attendais pas à ça parce que Antoine Bradstock a en commun avec moi d'avoir un esprit d'escalier terrible. Terrible. Alors moi, si vous voulez, je peux pas répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve qu'il y en a tellement. Et je répète, moi, c'est ma phrase, comme Sainte Thérèse de Lisieux, je choisis tout. Je comprends pas, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas vous dire, parce que spontanément, comme ça, je pense à Aurélien d'Aragon, qui est un roman d'amour sublime, absolument sublime, deux êtres un peu médiocres, puis c'est un amour qui les transcende, qui les dépasse, c'est formidable, quoi. C'est un roman d'amour, moi, à chaque fois que je l'ai lu, j'ai jamais été déçu. Gatsby le magnifique, Scott Fitzgerald, c'est, comment dire, c'est pas forcément très bien écrit, c'est pâteux par moments, et qu'est-ce que c'est beau, et c'est merveilleux aussi. Je sais pas, vous voyez, j'ai envie je pourrais continuer comme aussi, ça. Par exemple, Une vie, mais ça c'est un amour sans retour. Une vie de Maupassant aussi, quel beau livre. Vous voyez, cette femme malheureuse qui aime quelqu'un qui ne l'aime pas, et qui va... Bon, enfin bref. Je sais pas, je peux continuer comme ça pendant des heures. Un rêve américain de Norman Mailer. C'est aussi, c'est un amour qui finit mal, qui tourne mal, mais c'est très beau. Herzog de Saul Bellow aussi, très beau livre. Magnifique Herzog, mais c'est tellement drôle. Je peux continuer comme ça. Ouais. Guerre et paix, très beau livre. Pourtant, moi je préfère Dostoïevski, mais Tolstoï a quand même un très beau talent. Il a eu un très beau talent aussi dans sa mort. Il a su bien mourir, celui-là. Enfin, vous voyez, je peux continuer comme ça indéfiniment. Et des romans d'amour, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais je trouve qu'il y a beaucoup de romans d'amour qui valent le détour. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça, je pense que Aurélien, c'est peut-être, quand on a la chance d'être français, de le lire dans la langue de départ, c'est vraiment un livre absolument magnifique. Mais alors évidemment, il faut s'attacher aux personnages qui sont, qui valent pas le détour vraiment. Et on peut dire aussi Belle du Seigneur, mais moi c'est plutôt les 200 dernières pages, parce que les 400 premières sont très barbantes, enfin j'ose le dire. Mouvement dans la salle, désolé, mais enfin bon, on est là entre nous, hein, on dit ce qu'on pense. Je sais pas, enfin il y a plein de livres d'amour, moi j'en lis beaucoup. Hein. J'en lis beaucoup et je pleure aussi en lisant des romans d'amour, très beaux. Eh ben on n'a pas pleuré en vous écoutant, en tout cas, c'était très bien. Merci. C'est pas gentil. Merci d'être venu, sincèrement, merci à vous. beaucoup. Merci. François-Olivier Gisbert, merci. Merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous.